La femme pauvre a trouvé 2 fillettes perdues au milieu de la tempête, mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était qu'elles soient les filles du millionnaire. Une nuit de tempête à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, change à jamais le destin de 4 personnes. Camille Moreau, 30 ans, aide-soignante épuisée, rentre chez elle sous une pluie glaciale lorsqu'elle découvre 2 petites filles perdues, trempées et tremblantes, assises seules sur un trottoir désert. Elles attendent la voiture noire de papa, mais ne savent ni où elles habitent, ni leur nom de famille. Sans téléphone chargé et sans personne en vue, Camille prend la seule décision possible. Elle les emmène chez elle, les réchauffe, leur prépare une soupe et appelle la police. Ce qu'elle ignore, c'est que ces fillettes, Léa et Manon, sont les filles d'Antoine Delacroix, l'un des entrepreneurs les plus riches de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Leur disparition a déclenché une enquête nationale. Les médias parlent d'enlèvement. Et soudain, Camille, cette femme pauvre qui a sauvé 2 vies, devient suspecte aux yeux des autorités et de la haute société lyonnaise. Quand Antoine débarque au commissariat, désespéré, et voit ses filles courir vers Camille plutôt que vers lui, quelque chose se brise en lui. Qui est cette femme? Une héroïne ou une opportuniste? La gratitude se mêle aux soupçons. Mais les caméras de surveillance révèlent la vérité. Le chauffeur des fillettes a eu un infarctus au volant et Camille les a vraiment trouvées par hasard. Bouleversé et reconnaissant, Antoine découvre que Camille est sur le point de perdre son appartement pour impayé. Discrètement, il règle sa dette. Puis, face au refus de ses filles de dormir sans la dame de la soupe, il lui propose un emploi, devenir leur nounou officiel. Camille accepte. Et dans cette villa bourgeoise où tout les sépare, l'argent, la classe sociale, les cicatrices du passé, une connexion inattendue se tisse. Les fillettes trouvent enfin une figure maternelle stable. Antoine apprend à être père, et Camille découvre qu'elle mérite d'être aimée. Mais l'ex-compagne d'Antoine réapparut. Les rumeurs venimeuses se multiplient, et Camille doit affronter ses propres démons. Peut-elle vraiment croire à cette nouvelle vie? Ou va-t-elle tout perdre, comme toujours? Entre jugements sociaux, secrets de famille et rédemption, une question demeure. Peut-on construire une vraie famille à partir d'une rencontre sous la pluie? Une histoire bouleversante sur la bonté, le courage et la force des liens qui se créent quand on choisit de rester, envers et contre tout. La pluie tombait depuis des heures, transformant les rues de Villeurbanne en rivières sombres et bruyantes. Les réverbères projetaient une lumière jaunâtre sur les trottoirs luisants, et le vent glacial de novembre fouettait les façades grises des immeubles. C'était le genre de nuit où personne ne sortait sans raison, où même les chats errants cherchaient refuge sous les voitures garées. Camille Moreau remontait la rue Léon Blum d'un pas rapide, le manteau bleu marine trempé collé à ses épaules, les cheveux châtains plaqués contre son visage. Elle avait 30 ans, mais ce soir, elle en paraissait 10 de plus. La fatigue creusait ses traits fins, et ses yeux noisettes, habituellement vifs, semblaient éteints. 15 heures de travail venaient de s'achever. 2 services d'affilée comme aide-soignante auprès de personnes âgées dépendantes. Madame Leroy, 87 ans, Alzheimer avancé. Monsieur Blanc, 92 ans. Insuffisance cardiaque, des vies suspendues à des gestes répétés, des sourires forcés, des nuits sans sommeil. Camille n'avait pas de voiture. Elle n'en avait jamais eu les moyens. Le bus ne passait plus à cette heure-là dans ce quartier. Alors, elle marchait, comme chaque soir, les pieds douloureux dans ses baskets usées, serrant contre elle son sac à dos râpé qui contenait une boîte en plastique vide. Reste de son déjeuner mangé à la hâte entre 2 patients. Une bouteille d'eau et un livre de poche qu'elle n'avait jamais le temps de lire. Elle pensait à la facture d'électricité qui l'attendait sur la table de sa cuisine. Au loyer en retard. Encore. Toujours. Le propriétaire, M. Garnier, avait appelé 3 fois cette semaine. Elle n'avait pas décroché. À quoi bon? Elle savait ce qu'il dirait. Les mêmes mots, le même ton sec. Madame Moreau, je comprends votre situation, mais moi aussi j'ai des charges. Camille inspira profondément, laissant l'air froid envahir ses poumons. Elle ne voulait pas pleurer. Pas maintenant. Pas dans la rue. Elle avait appris, avec les années, à retenir ses larmes jusqu'à être seule, jusqu'à être en sécurité dans son petit appartement au 5e étage, sans ascenseur, où personne ne la voyait s'effondrer. Le bruit de la pluie masquait tout. Le monde semblait réduit à ce couloir de béton mouillé, à ces façades muettes, à cette solitude qu'elle connaissait si bien.
Elle passa devant la boulangerie Dubois, fermée depuis 20 heures, devant le kebab encore ouvert mais presque vide, devant la pharmacie aux volets tirés. Et puis, elle les vit. Au début, elle crut à une illusion. Une ombre sous le lampadaire. 2 petites silhouettes assises sur le trottoir, collées l'une contre l'autre, trempées jusqu'aux os. Des enfants. 2 petites filles. Camille s'arrêta net. Son cœur se serra immédiatement. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ou 7 ans. L'une portait une robe rose détrempée, l'autre un jean et un pull blanc devenu gris par la pluie. Elles tremblaient. Leurs cheveux blonds collaient à leur visage rougi par le froid. Elles ne pleuraient pas, elles ne bougeaient pas, elles attendaient. Camille regarda autour d'elle. Personne. La rue était déserte. Aucune voiture, aucun passant, aucune lumière aux fenêtres. Juste le bruit de la pluie et le grondement lointain d'un camion sur le boulevard. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Les petites levèrent les yeux vers elle. 2 paires d'yeux bleus identiques, immenses, apeurés. « Bonsoir », murmura Camille d'une voix douce. « Qu'est-ce que vous faites là, toute seule? La plus grande des 2, celle aux cheveux légèrement plus longs, répondit d'une voix tremblante. « On attend la voiture noire de papa. » Camille fronça les sourcils. Une voiture noire, à 7 heures, dans ce quartier. Depuis combien de temps vous attendez? Les fillettes échangèrent un regard. Elles ne savaient pas. Le temps, pour des enfants de cet âge, n'avait pas de repère clair. « Longtemps, dit la plus petite, celle en robe rose. On a froid. » Camille s'accroupit devant elle, ignorant la flaque qui mouillait ses genoux. « Comment vous vous appelez ?»« Léa, dit la petite en rose. »« Manon, ajouta l'autre. »« Très bien, Léa et Manon. Et où vous habitez ?» Silence. Les 2 fillettes se regardèrent encore, puis baissèrent les yeux. « Je sais pas, murmura Manon. »« Moi non plus, ajouta Léa, sa lèvre inférieure tremblante. » Camille sentit l'inquiétude monter en elle. Elle fouilla dans son sac à dos et sortit son téléphone. L'écran resta noir. Bien sûr, batterie morte. Elle avait oublié de le charger ce matin. Elle leva les yeux vers les immeubles alentours. Toutes les fenêtres étaient éteintes ou fermées. Frapper à une porte au hasard? Risqué. Et ces petites avaient besoin de chaleur immédiatement. « Vous savez le nom de famille de votre papa ?»« Papa, dit Léa simplement. Il s'appelle Antoine, précisa Manon, mais je connais pas l'autre nom. » Camille inspira profondément. 2 fillettes perdues, trempées, glacées, incapables de dire où elles habitaient. Elle ne pouvait pas les laisser là. Impossible. Chaque seconde passée dans ce froid augmentait le risque d'hypothermie. « Écoutez, mes chéris, je vais vous emmener chez moi, d'accord? C'est juste à côté. On va vous sécher, vous réchauffer, et après on appellera vos parents. » Léa tendit immédiatement sa petite main vers Camille. Manon hésita une seconde, puis fit de même. Camille les prit toutes les 2 par la main. Leurs doigts étaient glacés, presque bleus, et les entraîna rapidement vers son immeuble, 2 rues plus loin. Appartement de Camille, 22h15. L'appartement de Camille Moreau était à l'image de sa vie. Petit, propre, fonctionnel, mais dénué de tout superflu. 32 mètres carrés au 5e étage d'un immeuble construit dans les années 70. Une entrée minuscule, une cuisine ouverte sur un salon-chambre où un canapé-lit défoncé faisait office de couchage, une salle de bain avec une baignoire tachée et une fenêtre qui ne fermait jamais complètement. Mais ce soir, cet endroit modeste devint un refuge. Camille poussa la porte et alluma la lumière. Les fillettes entrèrent, laissant des traces d'eau sur le lino usé. Elle regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, comme si elle découvrait un univers inconnu. « Enlevez vos chaussures et vos vêtements mouillés, » dit Camille en se dirigeant vers la petite armoire près de son lit. « Je vais vous trouver quelque chose de sec. » Elle fouilla rapidement. Elle n'avait évidemment rien pour des enfants. Elle sortit 2 de ses propres t-shirts, les plus petits qu'elle possédait, un gris portant le logo délavé d'une course caritative, un autre blanc taché de café, puis 2 paires de chaussettes épaisses. Voilà, c'est grand, mais c'est mieux que rien. Les fillettes se déshabillèrent sans protester, grelottant dans leurs sous-vêtements trempés. Camille les aida à enfiler les t-shirts immenses qui leur tombaient jusqu'aux genoux, puis les chaussettes qui ressemblaient à des bottes molles. « Asseyez-vous sur le canapé. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le frigo presque vide. Un peu de lait, des carottes, une courgette, un oignon. Dans le placard,
des pâtes, du bouillon cube, une boîte de tomates pelées. Elle improvisa une soupe rapide, ajoutant tout ce qu'elle avait sous la main. En 10 minutes, une odeur réconfortante envahit l'appartement. Pendant ce temps, Léa et Manon restaient serrées l'une contre l'autre sur le canapé, observant Camille en silence. Elles avaient l'air épuisées, mais quelque chose dans leurs yeux montrait une vigilance inhabituelle pour des enfants si jeunes, comme si elles avaient appris à se méfier. Camille leur apporta 2 bols fumants et une cuillère à chacune. « Attention, c'est chaud, soufflez avant de manger. » Les fillettes obéirent. Elles soufflèrent sur la soupe, puis commencèrent à manger lentement. Camille s'assit en face d'elles, sur une chaise de cuisine bancale, et les observa. Elles avaient des traits délicats, presque identiques. Sœurs, sans aucun doute, et visiblement issues d'un milieu aisé. Leurs vêtements, malgré l'état dans lequel ils étaient, portèrent des marques qu'elles reconnaissaient vaguement dans les vitrines des quartiers chics de Lyon. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Manon posa son bol et parla la première, d'une voix encore hésitante. On était dans la voiture avec Philippe. Philippe, c'est le monsieur qui nous conduit. Papa travaillait tard encore. Philippe nous ramenait à la maison. Et puis, il a fait un bruit bizarre, continua Léa, les yeux brillants. Comme ça. Elle imita un gémissement. Et après, il a arrêté la voiture. Il bougeait plus. Camille sentit son estomac se nouer. Un malaise au volant. Le chauffeur. Mon Dieu. Et vous êtes sortis de la voiture? Oui, dit Manon. On avait peur, on a ouvert la porte et on est parti. On voulait trouver quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Et après, il a commencé à pleuvoir. On s'est assise sur le trottoir, ajouta Léa, sa voix se brisant légèrement. On ne savait pas où aller. Camille ferma les yeux une seconde. Ces petites avaient vécu un traumatisme. Elles avaient vu leur chauffeur s'effondrer. Elles s'étaient retrouvées seules dans une rue inconnue, sous une tempête glaciale. Et au lieu de crier, de paniquer, elles s'étaient assises et avaient attendu, comme si elles avaient été entraînées à ne pas faire de vagues. « Vous avez été très courageuse, » dit Camille doucement. « Très, très courageuse. Mais maintenant, vous êtes en sécurité. Je vais retrouver votre papa, d'accord? Tu promets ?» demanda Léa, ses grands yeux bleus fixés sur Camille. « Je promets. » Camille se leva et prit le chargeur de son téléphone, branché près du canapé. Elle y connecta son portable et attendit que l'écran s'allume. Cela prit une éternité, ou du moins, c'est ce qu'elle ressentit. Enfin, le logo apparut. Dès que le téléphone fut opérationnel, elle composa le 17, Police nationale. « Allô, police, j'écoute. Bonsoir, je m'appelle Camille Moreau. Je viens de trouver 2 petites filles perdues dans la rue Léon Blum à Villeurbanne. Elles s'appellent Léa et Manon, et elles disent que leur père s'appelle Antoine. Leur chauffeur aurait eu un malaise. Elles ne savent pas où elles habitent. » Un silence à l'autre bout du fil. Puis une voix masculine, soudain alerte. « Vous avez dit Léa et Manon? Oui, ne bougez pas. On envoie une patrouille immédiatement. Vous êtes où exactement ?» Camille donna son adresse. Le policier lui demanda de rester avec les enfants et de ne les laisser partir avec personne d'autre que les forces de l'ordre. « Bien sûr, » répondit Camille, légèrement troublée par l'urgence dans la voix de l'homme. Elle raccrocha et regarda les fillettes. Elles avaient fini leur soupe et bâillaient maintenant, les paupières lourdes. L'adrénaline retombait. La fatigue prenait le dessus. « Venez, les filles, vous allez vous allonger un peu en attendant. » Elle les installa sur son lit, le seul endroit confortable de l'appartement, et les couvrit avec sa couette épaisse. En quelques minutes, elles étaient endormies, serrées l'une contre l'autre comme 2 chatons. Camille resta debout près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les toits gris de Villeurbanne. Elle ne savait pas encore dans quoi elle venait de mettre les pieds, mais quelque chose en elle, une intuition sourde, lui disait que cette nuit allait changer sa vie. Commissariat de Villeurbanne. Le lendemain, 9h30. Camille n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit assise dans son fauteuil élimé, veillant sur les 2 fillettes, sursautant au moindre bruit. Les policiers étaient arrivés vers minuit, avaient vérifié l'identité des enfants grâce à des photos qu'ils avaient sur eux, et avaient demandé à Camille de les accompagner au commissariat le lendemain matin pour une déposition officielle. Maintenant, elle se trouvait dans une salle d'interrogatoire froide et impersonnelle, assise face à 2 officiers en civil. Un homme d'une 50aine d'années, le capitaine Loïc Renard, au visage sévère et aux cheveux grisonnants, et une femme plus jeune, la lieutenant Mélanie Garnier, au regard perçant.
Léa et Manon avaient été emmenées dans une autre pièce avec une assistante sociale. Madame Moreau, commença Renard d'une voix neutre, racontez-nous exactement comment vous avez trouvé les fillettes hier soir. Camille répéta tout. La rue déserte, la pluie, les deux enfants assis sur le trottoir, leur incapacité à dire où elles habitaient, sa décision de les emmener chez elle, l'appel à la police. Renard prenait des notes. Garnier l'observait en silence, les bras croisés. « Vous ne les aviez jamais vues avant » demanda Garnier. « Jamais. Vous travaillez comme aide-soignante, c'est bien ça ?»« Oui, à domicile. Je m'occupe de personnes âgées. Quel est votre salaire mensuel, Madame Moreau ?» Camille fronça les sourcils. « Quel rapport? Je ne vois pas en quoi. Répondez, s'il vous plaît. » « Environ 1200 €. Pourquoi ?» Garnier échangea un regard avec Renard. Quelque chose dans ce regard mit Camille mal à l'aise. « Savez-vous qui est le père de ces fillettes, Madame Moreau ?»« Non, juste qu'il s'appelle Antoine. » Renard se pencha en avant et fit glisser une photo sur la table. Un homme jeune, au visage anguleux, aux cheveux bruns coupés courts, portant un costume impeccable. Il se tenait devant un immeuble moderne, lors de ce qui semblait être une conférence de presse. Antoine Delacroix, 30 ans. PDG de Technova Solutions, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'une des personnalités les plus en vue de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Camille écarquilla les yeux. Je ne savais pas. Les fillettes ont été portées disparues hier soir à 20h15, continua Renard. Leur chauffeur, Philippe Marchand, a été retrouvé inconscient au volant de la voiture garée rue du 8 mai, à 600 mètres de l'endroit où vous dites les avoir trouvés. Infarctus. Il est actuellement hospitalisé dans un état critique. « Mon Dieu !» murmura Camille. « C'est horrible. »« Nous avons lancé un avis de recherche nationale, » reprit Garnier. « Toutes les unités mobilisées. L'hypothèse d'un enlèvement a été évoquée. Et puis, ce matin, on nous dit que les fillettes ont été retrouvées chez vous. » Le ton de Garnier avait changé. Il y avait maintenant une pointe de suspicion. « Attendez, » dit Camille, sentant son cœur s'accélérer. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec leur disparition ? Nous explorons toutes les pistes, » répondit Renard calmement. « C'est absurde. Je les ai trouvées par hasard, sous la pluie. Elles étaient seules. »« Par hasard ?» répéta Garnier, presque avec ironie. « Vous, une femme sans ressources, trouvez les filles de l'homme le plus riche de la région, juste au moment où tout le pays les cherche. Avouez que c'est surprenant. » Camille sentit la colère monter en elle, mêlée à une peur sourde. Elle comprenait maintenant. Pour eux, elle n'était qu'une pauvre femme suspecte, une opportuniste peut-être, une complice au pire. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai sauvé ces petites. Si je ne les avais pas trouvées, elles seraient mortes de froid. »« Personne ne dit le contraire, Madame Moreau, » intervint Renard d'un ton plus doux. « Mais comprenez notre position, nous devons vérifier. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, vêtu d'un long manteau noir, détrempé, les cheveux en désordre, le visage marqué par l'épuisement et l'angoisse. Antoine Delacroix. Il était plus grand que Camille ne l'avait imaginé. Plus jeune aussi. Ses yeux gris balayèrent la pièce avant de se poser sur elle. Un regard intense, presque accusateur. « Où sont-elles » demanda-t-il d'une voix rauque. « Monsieur Delacroix, elles sont en sécurité, » répondit Renard en se levant. « Elles sont avec Madame Blanchard, notre assistante sociale, dans la salle. » Antoine ne le laissa pas finir. Il sortit de la pièce d'un pas rapide. Renard le suivit. Garnier jeta un dernier regard à Camille avant de les rejoindre. Camille resta seule, tremblante, les mains serrées sur ses genoux. Elle entendit des cris joyeux dans le couloir, les voix de Léa et Manon. Puis un silence. Puis des sanglots. Un homme qui pleurait. 10 minutes plus tard, Antoine Delacroix revint dans la salle accompagné de Renard. Il s'assit lentement face à Camille. Ses yeux rouges ne la quittaient pas. « Vous êtes celle qui les a trouvées, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, elles m'ont dit que vous leur aviez donné de la soupe, qu'elles ont dormi dans votre lit. »« Oui. » Antoine resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix à peine audible, « Merci. » Mais son regard restait froid, distant, comme s'il ne parvenait pas à décider si Camille était une héroïne ou une menace. « Je n'ai rien fait de spécial, » murmura Camille. « N'importe qui aurait fait pareil. »« Non, » répondit Antoine sèchement. « Pas n'importe qui. » Il se leva.
et sortit sans ajouter un mot. Camille resta là, seule, submergée par un mélange de soulagement et d'amertume. Elle avait sauvé 2 vies, et on la traitait comme une suspecte. Appartement de Camille. 3 jours plus tard. Les jours qui suivirent furent étranges. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Les filles du milliardaire lyonnais retrouvées saines et sauves. Le chauffeur héroïque victime d'un infarctus. Camille fut brièvement mentionnée comme une passante qui a alerté les autorités, mais son nom ne fut jamais prononcé. Elle redevint invisible. La vie reprit son cours. Le travail, la fatigue, les fins de mois difficiles. Puis, un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Une enveloppe épaisse, de qualité, pas de timbre, déposée à la main. Elle l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, une simple carte blanche avec quelques mots manuscrits. « Merci encore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » AD et un numéro de téléphone. Camille resta immobile, la carte entre les doigts. Besoin de quoi que ce soit. Que voulait-il dire? Un geste vide de sens pour apaiser sa conscience ou quelque chose de sincère? Elle replia la carte et la glissa dans un tiroir. Elle n'appellerait pas. Elle n'avait pas besoin de charité. Mais 2 jours plus tard, elle reçut une autre lettre. Cette fois, du cabinet d'avocats, Bernard & Associés. Objet. Notification de résiliation de bail. Madame Moreau, nous vous informons que votre propriétaire, Monsieur Garnier, engage une procédure d'expulsion pour défaut de paiement. Vous disposez de 30 jours pour quitter les lieux ou régulariser votre situation. Camille s'effondra sur son canapé, la lettre tremblant entre ses mains. 30 jours, elle allait perdre son appartement. Elle n'avait nulle part où aller. Aucune famille, aucun ami capable de l'héberger. Juste elle, sa fatigue, et son salaire qui ne suffisait jamais. Elle pleura, longtemps, en silence. Et puis, dans un geste désespéré, elle sortit la carte blanche du tiroir. Elle regarda le numéro. Elle hésita. Puis elle appela. La maison d'Antoine Delacroix ressemblait à un tableau sorti d'un magazine d'architecture. Une villa contemporaine nichée sur les hauteurs de Caluire et Cuire, avec vue panoramique sur la Saône et les toits de Lyon. Des baies vitrées immenses laissaient entrer une lumière froide de décembre, illuminant un intérieur aux lignes épurées. Parquet en chêne massif, murs blancs ornés de quelques œuvres d'art abstrait, mobilier design au ton gris et beige. Tout respirait l'ordre, le contrôle, la perfection calculée. Camille Moreau se tenait dans le hall d'entrée, son sac à dos usé sur l'épaule, observant cet univers qui lui semblait aussi étranger qu'une autre planète. Elle portait un jean propre mais élimé, un pull en laine bleu marine tricoté à la main, cadeau d'une patiente décédée 2 ans plus tôt, et ses éternelles baskets grises. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval serrée. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme simple déplacée dans un monde de luxe. Antoine se tenait à quelques mètres d'elle, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir. Il avait l'air fatigué mais plus calme qu'à leur première rencontre au commissariat. Ses traits restaient tendus, cependant, comme s'il portait en permanence un poids invisible. « Les filles sont en haut », dit-il d'une voix neutre. « Elles se préparent pour l'école. Enfin, théoriquement. Manon refuse de mettre ses chaussures et Léa veut emporter son lapin en peluche en classe. Camille esquissa un léger sourire. Des problèmes d'enfant, normaux, réconfortants. « Je peux aller les voir ? C'est pour ça que vous êtes là. » Il y avait quelque chose de presque brutal dans sa manière de parler. Pas méchant, mais distant, comme s'il établissait d'emblée une barrière claire entre eux. Camille comprenait. Elle était ici pour travailler, pas pour être amie, pas pour être famille. Elle monta l'escalier en bois clair, suivant les indications d'Antoine. À l'étage, une porte entr'ouverte laissait échapper des voix enfantines. Elle frappa doucement. « Entrez », dit une petite voix. Camille poussa la porte. La chambre était vaste, lumineuse, décorée dans des tons pastels. 2 lits jumeaux, chacun avec une couette différente, l'une rose à pois blancs, l'autre blanche à étoiles dorées. Des étagères remplies de livres et de jouets. Un tapis moelleux où s'étalèrent des crayons de couleur et des dessins. Léa et Manon se figèrent en la voyant. Puis, Léa poussa un cri de joie et courut vers elle. « C'est la dame de la soupe. » Elle se jeta dans les bras de Camille, qui se pencha pour la recevoir, surprise et émue par cet élan spontané. Manon suivit, plus timidement, mais avec la même lueur dans les yeux. « Bonjour, mes chéris.
dit Camille doucement. Ça va? Oui. Papa a dit que tu allais rester avec nous maintenant. C'est vrai, répondit Camille, en caressant les cheveux blonds de Léa. Je vais m'occuper de vous quand votre papa travaille. Pour toujours? Demanda Léa, ses grands yeux bleus fixés sur elle avec une intensité troublante. Camille hésita. Pour toujours. Un mot si lourd, si dangereux. Pour longtemps, dit-elle finalement. Manon s'approcha et lui montra un dessin. Regarde, c'est toi. Camille regarda. Une silhouette féminine aux cheveux marrons tenant deux petites filles par la main. Au-dessus, un ciel bleu avec un soleil jaune. En bas, griffonné en lettres maladroites, Camille, notre amie. Quelque chose se serra dans la poitrine de Camille. Elle cligna des yeux pour chasser les larmes qui menacèrent de monter. C'est magnifique, Manon. Vraiment magnifique. À partir de ce jour, Camille intégra la routine de la maison de la Croix. Elle arrivait chaque matin à 8 heures, aidait les filles à se préparer pour l'école, les accompagnait jusqu'à l'établissement privé Saint-Marc, un bâtiment imposant en pierre de taille, fréquenté par les enfants de la haute bourgeoisie lyonnaise. Puis revenait à la villa pour s'occuper des tâches ménagères légères qu'Antoine lui avait confiées, ranger les chambres, préparer les goûters, gérer les devoirs. Elle rentrait chez elle vers 19 heures. Son petit appartement de Villeurbanne lui semblait maintenant encore plus étriqué, plus froid, mais il restait le sien. Antoine avait proposé de lui louer une chambre dans la villa, mais elle avait refusé. Elle avait besoin de cette séparation, de ce retour à elle-même chaque soir. Le salaire était honnête, 2000 € net par mois, versés par virement automatique, bien plus que ce qu'elle gagnait comme aide-soignante. Assez pour vivre décemment, payer son loyer sans angoisse, même économiser un peu. Antoine avait également réglé discrètement sa dette de loyer avant qu'elle n'accepte le poste. Elle l'avait appris par son ancien propriétaire, M. Garnier, qui avait retiré sa procédure d'expulsion avec une remarque cinglante. « Vous avez de la chance d'avoir des bienfaiteurs, Madame Moreau. » Mais l'argent ne changeait pas tout. Camille restait une étrangère dans ce monde. École Saint-Marc, un après-midi de décembre. Camille attendait à la sortie de l'école, emmitouflée dans son vieux manteau bleu, les mains dans les poches. Autour d'elle, d'autres parents, principalement des mères, bavardaient en petits groupes, élégantes dans leurs manteaux en laine cachemire, leurs sacs de marque accrochés au bras. Elles parlaient de cours de piano, de stages de ski à Mégève, de dîners chez des relations d'affaires. Camille se tenait légèrement à l'écart, invisible. Personne ne lui parlait, personne ne la regardait. C'était comme si elle n'existait pas. Puis une femme s'approcha. La quarantaine, cheveux châtains coupés au carré strict, tailleur noir, impeccable. Elle s'appelait Véronique Aubry, mère de Chloé, camarade de classe de Manon. Camille l'avait croisée plusieurs fois, mais elle n'avait jamais échangé plus qu'un signe de tête poli. « Vous êtes la nouvelle nounou des petites de la Croix, c'est ça ?» demanda Véronique, un sourire poli mais froid aux lèvres. « Oui, Camille Moreau. Enchantée. Dites-moi, c'est vrai cette histoire? Que vous les avez trouvées dans la rue ?» Camille sentit son estomac se contracter. Bien sûr, tout le monde savait, tout le monde parlait. « Oui, c'est vrai. Mon Dieu, quelle coïncidence incroyable! Vous deviez être au bon endroit au bon moment. » Il y avait quelque chose dans le ton de Véronique, une insinuation. Camille ne répondit pas. « Et maintenant, vous travaillez pour Monsieur Delacroix. Quel revirement de situation. Je m'occupe de ses filles, oui. J'espère qu'il a fait vérifier vos antécédents. On ne sait jamais de nos jours. » Camille serra les poings dans ses poches. Elle voulait répondre, crier que cette femme n'avait aucun droit de la juger, qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle avait sauvé ses enfants. Mais elle se tut, parce qu'elle savait que ça ne servirait à rien. Dans ce monde, elle serait toujours suspecte, toujours la pauvre femme qui avait eu de la chance. Les portes de l'école s'ouvrirent, les enfants sortirent en courant. Léa et Manon repérèrent immédiatement Camille et coururent vers elle. « Camille? Camille !» Elles lui sautèrent dans les bras. Véronique Aubry les regarda avec une expression indéchiffrable, puis tourna les talons sans un mot. En rentrant à la villa, Manon demanda « Pourquoi Chloé a dit que tu es pauvre ?» Camille s'arrêta net. Léa, qui tenait sa main, leva les yeux vers elle. « C'est quoi, pauvre ?» demanda la petite. Camille s'accroupit à leur hauteur, cherchant ses mots. « Être pauvre, c'est quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien que les autres. Mais Chloé a dit que son papa dit que les pauvres mentent pour avoir de l'argent.
insista Manon, fronçant les sourcils. Camille sentit une colère sourde monter en elle. Pas contre les enfants, contre ce monde qui leur apprenait déjà le mépris. Écoute-moi bien, Manon. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et des gens qui en ont peu. Mais ce qui compte, c'est comment on traite les autres. Avec respect, avec gentillesse. D'accord? D'accord, murmura Manon. Et toi, Camille, tu es gentille, ajouta Léa en lui prenant la main. Camille sourit, mais son cœur était lourd. Villa de la Croix. Soir, une semaine avant Noël. Antoine rentrait tard, comme toujours. 19h, 20h, parfois 22h. Il travaillait sans relâche, enfermé dans son bureau ou en déplacement à Paris, à Bruxelles, parfois plus loin. Camille le croisait rarement. Quelques mots échangés dans le hall. Des instructions laissées sur un post-it collé au frigo. Les filles ont rendez-vous chez le dentiste jeudi 14h. Manon doit rendre son exposé sur les dauphins vendredi. Mais ce soir-là, il rentra plus tôt. 18h30. Camille était dans la cuisine, préparant le dîner des filles. Une quiche lorraine maison et une salade verte. Elle entendit la porte claquer, puis des pas rapides dans l'escalier. Puis la voix d'Antoine sèche. « Manon, Léa, descendez s'il vous plaît. » Les fillettes, qui jouaient dans le salon, échangèrent un regard inquiet. Elles descendirent lentement. Camille les suivit, essuyant ses mains sur un torchon. Antoine se tenait dans le hall, le visage fermé, tenant une enveloppe blanche à la main. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en montrant l'enveloppe à Manon. Manon baissa les yeux. « C'est une lettre de l'école. Je sais que c'est une lettre de l'école. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu ne me l'as pas donnée. » Silence. « Manon, réponds-moi. » La petite fille fondit en larmes. « Parce que j'ai eu une mauvaise note en mathématiques, et tu vas être fâché. » Antoine ferma les yeux et inspira profondément, essayant de contrôler sa frustration. « Manon, je ne suis pas fâché à cause de ta note. Je suis fâché parce que tu m'as caché quelque chose. Tu comprends la différence ?» Manon hocha la tête entre deux sanglots. Léa s'approcha d'elle et lui prit la main. « Papa, crie pas sur Manon, dit-elle d'une petite voix tremblante. » Antoine sembla se rendre compte de l'effet qu'il avait sur ses filles. Il s'accroupit et les prit dans ses bras, maladroitement. « Pardon, je ne voulais pas crier. C'est juste que je suis fatigué. Et j'ai besoin que vous me parliez, d'accord? Toujours, même si c'est difficile. » Camille, restée en retrait, observait la scène. Elle voyait un homme qui essayait, vraiment, mais qui ne savait pas comment. Un homme qui avait appris à gérer des entreprises, des millions d'euros, des centaines d'employés, mais qui était perdu face à deux petites filles qui avaient juste besoin de présence. Après que les filles furent retournées jouer, Antoine resta dans le hall, la tête dans les mains. Camille hésita puis s'approcha. « Monsieur de la Croix ?» Il leva les yeux vers elle. « Oui ? Puis-je vous parler un instant ?» Il hocha la tête. Ils s'assirent dans le salon de part et d'autre d'un canapé en cuir blanc. « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, » commença Camille prudemment. « Mais je passe beaucoup de temps avec vos filles, et je vois des choses. » « Quel genre de choses? Elles ont peur de vous décevoir. Manon, surtout. Elle pense que si elle n'est pas parfaite, vous ne l'aimerez plus. » Antoine fronça les sourcils. « C'est ridicule. Je les aime plus que tout. Je sais. Mais elles ne le savent pas toujours. Parce que vous n'êtes jamais là. » Le silence tomba, lourd. Antoine détourna le regard, fixant les lumières de Lyon qui scintillaient au loin à travers la baie vitrée. « Vous pensez que je suis un mauvais père ?» dit-il finalement d'une voix neutre. « Non, je pense que vous êtes un père qui fait de son mieux dans une situation difficile. Mais vos filles ont besoin de vous. Pas de vos cadeaux, pas de cette maison, de vous. » Antoine resta silencieux un long moment, puis sans la regarder. Leur mère est partie il y a 2 ans. Elle vit à Paris maintenant. Elle a refait sa vie. Elle ne les voit qu'une fois par mois, quand elle a le temps. J'ai la garde complète. J'essaie de compenser, avec le travail, avec l'argent, pour qu'elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien matériellement, répondit Camille doucement. Mais elle manque de vous. Antoine tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux gris étaient remplis d'une tristesse profonde, presque enfantine. Je ne sais pas comment faire autrement. Commencez par rentrer plus tôt, par dîner avec elle, par leur demander comment s'est passée leur journée. Les petites choses, monsieur Delacroix, c'est ça qui compte. Antoine acquiesça lentement comme s'il enregistrait chaque mot. Merci Camille. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Marché de Noël de Lyon, fin décembre. Antoine avait tenu parole.
Il rentrait plus tôt. Il dînait avec ses filles. Il écoutait leurs histoires d'école, leurs disputes de sœurs, leurs rêves de devenir danseuse ou vétérinaire. Et lentement, quelque chose changeait dans cette maison froide et parfaite. Elle devenait plus vivante. Un samedi après-midi, Antoine proposa à Camille de les accompagner au marché de Noël, place Bellecour, avec les filles. Camille hésita. C'était son jour de congé, mais accepta finalement, voyant l'enthousiasme de Léa et Manon. La place était bondée. Des chalets en bois vendaient du vin chaud, des marrons grillés, des santons provençaux, des décorations artisanales. Une grande roue illuminée dominait l'espace. Les enfants couraient partout, les yeux émerveillés. L'odeur de cannelle et de chocolat chaud flottait dans l'air glacé. Léa et Manon tenaient chacune une main, celle de leur père d'un côté, celle de Camille de l'autre. Les gens qui les croisaient leur souriaient, les prenant sans doute pour une famille ordinaire, un couple, 2 enfants. Une image parfaite. Camille sentait le poids de cette illusion. Et elle sentait aussi quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux, un confort, une chaleur, un début d'attachement qu'elle ne devrait pas ressentir. À un moment, Manon lâcha la main de son père pour courir vers un stand de jouets en bois. Antoine se retrouva seul à côté de Camille, marchant dans la foule. « Merci d'être venu, dit-il simplement. « De rien, c'est agréable. Pour moi aussi. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité nouvelle. Camille tourna la tête vers lui et le surprit en train de la regarder. Leurs yeux se croisèrent. 1 seconde, 2. Puis Antoine détourna le regard, gêné. Camille sentit son cœur battre plus vite. Non, 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 non. Elle ne pouvait pas. Elle ne devait pas. C'était son employeur. Un homme d'un autre monde. Un homme brisé qui cherchait juste du réconfort. Mais en même temps, elle voyait dans ses yeux la même solitude qu'elle portait en elle depuis des années. Villa de la Croix. Janvier, tard dans la nuit. Le téléphone de Camille sonna à minuit. Elle dormait profondément dans son appartement de Villeurbanne quand la vibration la réveilla. Elle décrocha encore groggy. « Allô ? Camille, c'est Antoine. Pardon de vous appeler si tard. C'est Léa. Elle fait un cauchemar et elle vous réclame. Elle ne se calme pas. Je ne sais pas quoi faire. » Camille se redressa immédiatement, le cœur serré. « J'arrive. » Elle s'habilla en vitesse, appela un taxi. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe d'habitude, mais c'était une urgence, et arriva à la villa 20 minutes plus tard. Antoine ouvrit la porte, les cheveux en bataille, en pantalon de pyjama et t-shirt. Il avait l'air épuisé, perdu. Elle est dans sa chambre. Elle pleure depuis 1 heure. Camille monta rapidement. Léa était recroquevillée dans son lit, tremblante, le visage rouge et mouillé de larmes. Manon dormait dans l'autre lit, épuisée. « Léa, ma chérie, je suis là !» murmura Camille en s'asseyant sur le bord du lit. Léa se jeta dans ses bras. « J'ai rêvé que tu partais, que tu nous laissais, comme maman. » Camille sentit son cœur se briser. Elle serra la petite contre elle, caressant ses cheveux blonds. « Chut, chut, je suis là. Je ne pars pas. Je te le promets. Tu promets pour de vrai ? Pour de vrai. » Léa finit par se calmer, bercée par la voix de Camille. Elle s'endormit dans ses bras, épuisée. Camille la recoucha doucement, borda la couette et déposa un baiser sur son front. En sortant de la chambre, elle trouva Antoine assis sur la dernière marche de l'escalier, la tête entre les mains. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix rauque. J'étais complètement dépassé. Camille s'assit à côté de lui. Elles ont vécu beaucoup de choses. Le départ de leur mère, l'accident du chauffeur, la peur de perdre les gens qu'elles aiment. C'est normal qu'elles aient de peur. Mais elle vous a réclamé, vous, pas moi. Son père. Il y avait de la douleur dans sa voix, de la jalousie aussi. Camille posa une main sur son bras. Antoine, elle vous aime. Mais vous représentez la stabilité, le pilier. Moi, je suis différente. Je suis celle qui les a sauvés cette nuit-là. Je suis devenue une figure de sécurité émotionnelle. Ce n'est pas une compétition. Antoine tourna la tête vers elle. Leurs visages étaient proches, trop proches. Camille sentit son souffle se couper. « Vous avez sauvé plus que mes filles cette nuit-là, Camille, » murmura-t-il. « Vous m'avez sauvé moi aussi. » Et avant qu'elle ne puisse réagir, il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de solitude et de désespoir. Camille resta figée 1 seconde,
Puis elle se laissa aller. Juste un instant, juste assez pour sentir la chaleur de ses lèvres, la douceur de sa main dans ses cheveux. Puis la réalité la frappa comme une gifle. Elle se recula brusquement. « Non, on ne peut pas. Camille... » « Non, Antoine. Je travaille pour vous. Vos filles m'ont adopté. Si on fait ça, tout va exploser. Vous comprenez ?» Antoine ferma les yeux, la mâchoire serrée. « Oui, vous avez raison, pardon, je n'aurais pas dû. » Camille se leva, tremblante. « Je vais rentrer. Léa va bien maintenant. Restez, s'il vous plaît. Prenez la chambre d'amis. Il est tard. Non, c'est mieux que je parte. » Elle descendit rapidement, prit son manteau et sortit dans la nuit glacée de janvier. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. Elle avait envie de pleurer, de crier, de retourner en arrière et de ne jamais avoir décroché ce téléphone. Mais en même temps, une petite voix en elle murmurait « Tu en as envie aussi ». 2 semaines plus tard, révélation. Les jours qui suivirent furent étranges. Camille et Antoine s'évitaient. Ils communiquaient par message. Les échanges étaient polis, professionnels, froids. Camille s'occupait des filles avec le même dévouement, mais quelque chose était brisé. Puis, un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Antoine l'appela dans le salon. « Camille, il faut qu'on parle. » Elle s'assit, le cœur battant. « Je vais être honnête avec vous, commença-t-il. Depuis que vous êtes entrés dans nos vies, tout a changé. Mes filles sont heureuses, vraiment heureuses, pour la première fois depuis le départ de leur mère. Et moi, je me sens moins seul. Mais je comprends que c'est compliqué, que vous avez des réserves. Et je respecte ça. » Camille ne dit rien. « Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je vais voir l'avocate la semaine prochaine pour finaliser le divorce avec Élise, la mère des filles. C'est en cours depuis 2 ans, mais j'ai toujours repoussé. Maintenant, je veux tourner la page, définitivement. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je veux être libre, vraiment libre. Pas pour vous forcer à quoi que ce soit, mais pour être honnête, avec moi-même, avec vous. » Camille sentit les larmes monter. « Antoine, vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez rien de moi, de ma vie avant, de qui je suis vraiment. Alors racontez-moi. » Camille hésita, puis lentement, elle parla. Elle parla de son enfance dans une famille modeste de Vénissieux, de son père, ouvrier métallurgiste mort d'un cancer à 50 ans, de sa mère, caissière dans un supermarché, décédée 3 ans plus tard d'épuisement et de chagrin, de ses études abandonnées faute d'argent, de ses années passées à jongler entre petits boulots, appartements minuscules, fins de mois impossibles, de cette solitude qui l'avait rongée année après année. Antoine l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit simplement « Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. » Camille rit tristement. « Je ne suis pas courageuse. Je survis, c'est tout. » « Non, vous vivez, vous aidez, vous aimez, malgré tout ce que la vie vous a pris. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Je ne vous demande rien, Camille. Juste de ne pas partir. Juste de rester. Pour les filles. Pour moi. Et on verra ce qui arrive. » Camille leva les yeux vers lui, et dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. De l'admiration, du respect, de l'amour naissant. Elle tendit la main. Il la prit. Et dans ce geste simple, tout bascula. Climax. Une confrontation inattendue. Mais le bonheur fragile qui s'installait fut brutalement interrompu. Un samedi matin, alors que Camille emmenait les filles au parc de la Tête d'Or, une femme s'approcha d'elle. La trentaine, élégante, maquillage impeccable, manteau en cachemire noir. Élise Moreau, l'ex-compagne d'Antoine, la mère de Léa, et Manon. « Bonjour mes chéris », dit-elle d'une voix douce mais tendue. Les fillettes se figèrent. Léa se cacha derrière Camille. Manon baissa les yeux. « Maman », murmura-t-elle. Élise se tourna vers Camille et son visage se durcit. « Vous êtes la nouvelle nounou ?»« Oui, Camille Moreau. »« Moreau, comme moi. » Drôle de coïncidence. Camille ne répondit pas, sentant l'hostilité dans le ton. « Dites-moi, mademoiselle Moreau, vous vous plaisez dans mon ancienne maison? Avec mon ex-mari? Avec mes filles? » « Je m'occupe de vos filles. C'est tout. »« C'est tout ?» Élise eut un rire froid. « J'ai des amis qui m'ont dit vous avoir vu au marché de Noël, jouant à la petite famille parfaite. Vous pensez vraiment que vous pouvez me remplacer? Personne ne cherche à vous remplacer, madame. Mentez-vous toujours aussi mal? »
Camille sentit la colère monter, mais elle se força à rester calme pour les filles. Vos filles ont besoin de stabilité, de présence. Si vous ne pouvez pas leur offrir ça, alors oui, je serai là. Pour elles. Élise blêmit. Vous ne savez rien de ma vie, de mes raisons. Vous avez raison. Et ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de m'assurer que Léa et Manon soient aimées et en sécurité. Point final. Élise jeta un dernier regard froid à Camille, puis s'accroupit devant ses filles. « Mes chéries, maman vous aime, d'accord ? Toujours. » Mais Léa recula. « Pourquoi tu es partie alors ?» Les mots claquèrent comme une gifle. Élise ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis elle se releva, tourna les talons et s'éloigna rapidement. Camille regarda son dos disparaître dans la foule du parc. Elle venait de comprendre quelque chose. Cette femme n'était pas un monstre. Elle était juste brisée, incapable de porter le poids de la maternité, incapable de rester. Mais ce n'était plus son combat. Quelque chose s'était brisé ce jour-là au parc de la Tête d'Or. Pas entre Camille et les filles. Leur lien restait intact, peut-être même renforcé. Mais en Camille elle-même. Depuis cette rencontre avec Élise, elle ne dormait plus correctement. Elle se réveillait en pleine nuit, le cœur battant, assaillie par des questions qu'elle n'arrivait pas à formuler clairement. Qu'est-ce que je fais ici ? Quelle est ma place, vraiment ? Suis-je en train de voler la vie de quelqu'un d'autre ? Antoine avait essayé de la rassurer, mais ses mots glissaient sur elle comme de l'eau sur du verre. Il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu ? Lui n'avait jamais eu à se battre pour exister. Il était né avec un nom, une fortune, une place claire dans le monde. Camille, elle, avait passé sa vie entière à être invisible. Et maintenant qu'on la voyait enfin, elle avait peur. Peur que ce soit une illusion. Peur que tout s'effondre. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner des filles dans la cuisine immaculée, son téléphone vibra. Un message de Madame Leroy, l'une de ses anciennes patientes. « Camille, ma chérie, je suis à l'hôpital. Pneumonie, je n'ai personne. Pourriez-vous passer ?» Camille fixa l'écran, le cœur serré. Madame Leroy, cette femme de 87 ans qu'elle avait soignée pendant 3 ans, qu'il appelait « ma petite lumière », qui lui offrait du thé trop sucré et lui racontait des histoires de sa jeunesse en Bretagne. Camille avait dû abandonner ce poste quand elle était devenue la nounou des filles de la Croix. Elle n'avait plus le temps, plus la disponibilité. Elle répondit rapidement « J'arrive dès que je peux ». Mais comment ? Elle devait emmener les filles à l'école dans 20 minutes. Puis, elle avait rendez-vous chez le pédiatre avec Léa à 11 heures. L'après-midi, elle devait superviser les devoirs, préparer le goûter, gérer la leçon de piano de Manon. Antoine descendit à ce moment-là, déjà en costume, attachant sa cravate. « Bonjour », dit-il en déposant un baiser rapide sur le front de Léa. « Je pars à Genève aujourd'hui. Réunion avec des investisseurs suisses. Je rentrerai tard. » « Antoine, attends, l'interpella Camille. « J'ai un problème. Une de mes anciennes patientes est à l'hôpital. Elle est seule. Je voudrais aller la voir, mais... » « Aujourd'hui ?»« Oui. » Antoine fronça les sourcils, consultant sa montre. « Camille, je ne peux pas annuler Genève. C'est important. Et les filles ont leur routine. Je sais. Mais cette femme, elle n'a personne d'autre. Personne. » Antoine hésita, visiblement tiraillé. Puis il soupira. « Écoute, fais ce que tu dois faire. Je vais appeler ma secrétaire. Elle connaît une agence de babysitting d'urgence. Elles pourront prendre le relais pour aujourd'hui. »« Une agence ?» répéta Léa, inquiète. « Tu pars, Camille ?»« Non, ma chérie. Juste pour la journée. Demain, je serai là. » Mais Léa secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, tu avais promis. Tu avais dit que tu restais. »« Léa, ce n'est que pour une journée, » intervint Antoine fermement. Camille a le droit d'avoir une vie en dehors de nous. Mais la petite fille ne voulait rien entendre. Elle courut dans sa chambre et claqua la porte. Camille sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle monta rapidement et frappa doucement à la porte. « Léa, mon cœur, ouvre-moi s'il te plaît. » Silence. « Léa, je ne t'abandonne pas. Je te le promets. Mais il y a une dame très malade qui a besoin de moi aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Après, je reviens. Tu comprends ?» La porte s'ouvrit lentement. Léa, le visage rouge et mouillé, se jeta dans les bras de Camille. « Tu reviens toujours ?»« Toujours. » Mais en prononçant ce mot, Camille eut un frisson. Pouvait-elle vraiment promettre ça? Pouvait-elle garantir qu'elle serait toujours là? Et si Antoine se lassait d'elle? Et si quelque chose changeait? Et si elle redevenait invisible? Hôpital Édouard Herriot, Lyon, milieu de matinée.
Madame Leroy était allongée dans un lit d'hôpital, branchée à une perfusion, le visage pâle et creusé. Mais quand elle vit Camille entrer, ses yeux s'illuminèrent. « Ma petite lumière, tu es venue. » Camille s'assit à son chevet et prit sa main fragile dans la sienne. « Bien sûr que je suis venue. Comment vous sentez-vous? »« Oh, tu sais, à mon âge, chaque jour est un bonus. » Elle eut un petit rire qui se transforma en tout. « Mais je suis contente de te voir. Raconte-moi, comment va ta vie? On m'a dit que tu travaillais pour un homme riche maintenant, un milliardaire. » Camille sourit tristement. « Ce n'est pas un milliardaire, juste un entrepreneur. Je m'occupe de ses 2 filles. Et il est gentil avec toi? »« Oui, très gentil. » Madame Leroy la regarda intensément, avec cette lucidité étrange que possèdent les personnes âgées. « Tu l'aimes? » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Camille baissa les yeux. « Je ne sais pas. »« Si, tu sais. Je le vois dans tes yeux. Mais tu as peur. » Camille sentit les larmes monter. « J'ai peur de ne pas être à ma place. J'ai peur que ce soit temporaire, que je me réveille un jour et que tout ait disparu. » Madame Leroy serra sa main plus fort. « Écoute-moi bien, ma chérie. Tu as passé toute ta vie à croire que tu ne méritais pas mieux. Mais regarde-toi. Tu as sauvé 2 petites filles. Tu as reconstruit une famille brisée. Tu as aimé des gens qui ne savaient plus comment aimer. Si ce n'est pas mérité, alors je ne sais pas ce qu'il est. Mais je ne suis pas comme eux. Je ne viens pas du même monde. Et alors? L'amour n'a pas de classe sociale, Camille. L'amour, c'est juste 2 personnes qui décident de se choisir. Chaque jour. Encore et encore. » Camille pleura silencieusement, la tête posée sur le lit, tenant la main de cette femme qui avait été plus une mère pour elle que sa propre mère n'avait eu le temps de l'être. « Merci, Madame Leroy. Va, maintenant. Retourne auprès de ta nouvelle famille et ne laisse pas la peur gâcher ton bonheur. » Camille embrassa son front et quitta l'hôpital, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Villa de la Croix. Soir, même jour. Quand Camille rentra, il était 19 heures passées. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle trouva une jeune femme d'une 20aine d'années, visiblement de l'agence de babysitting, assise dans le salon, plongée dans son téléphone. « Bonsoir, » dit Camille. « Où sont les filles ?»« Ah, bonsoir, elles sont dans leur chambre. Elles ont refusé de dîner. » Elles ont dit qu'elles voulaient attendre Camille. Camille sentit son cœur se serrer. Elle monta rapidement. Les filles étaient assises sur le lit de Manon, silencieuses, les yeux rouges. Quand elles virent Camille, elles se jetèrent sur elle. « Tu es revenu? Tu es revenu? »« Bien sûr que je suis revenu. Je vous avais promis. » « La dame, elle n'était pas gentille, » murmura Léa. « Elle nous a crié dessus parce qu'on ne voulait pas manger. » Camille sentit une colère froide l'envahir. Elle redescendit, congédia poliment mais fermement la babysitter, puis remonta auprès des filles. « Bon, on va réparer ça. Qu'est-ce que vous voulez manger ?»« Ta soupe, » dit Léa. Comme la première fois. Camille sourit à travers ses larmes. « D'accord, la soupe spéciale, Camille. J'arrive. » Elle prépara une soupe aux légumes, comme cette nuit-là sous la tempête. Les filles mangèrent avec appétit, puis Camille les borda, leur lut une histoire, et resta avec elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Quand elle redescendit, elle trouva Antoine assis dans le salon, la tête dans les mains. Il venait de rentrer de Genève. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Mal. Les filles ont pleuré toute la journée. La babysitter m'a appelé 4 fois. J'ai dû interrompre ma réunion. Les Suisses étaient furieux. » Il leva les yeux vers elle. « Mais ce n'est pas votre faute. C'est la mienne. J'aurais dû annuler Genève. J'aurais dû être là. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Antoine. Non. Mais je peux faire des choix. Et aujourd'hui, j'ai fait le mauvais. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Camille, je veux vous parler de quelque chose. J'ai vu mon avocate la semaine dernière. Le divorce avec Élise est finalisé. Officiellement. Légalement. C'est terminé. » Camille resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. « Et j'ai pris une autre décision, » continua Antoine. « Je vais réduire mon temps de travail, passer plus de temps avec mes filles, avec vous. Si vous voulez rester, bien sûr. » « Antoine, je sais ce que vous allez dire, que c'est compliqué, que vous êtes l'employé, que les gens vont parler. Et vous avez raison. Tout ça est vrai. Mais je m'en fiche. Pour la première fois de ma vie, je m'en fiche. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne vous demande pas de m'épouser demain. Je ne vous demande même pas de m'aimer tout de suite. Je vous demande juste de rester.
de me laisser vous montrer que ce qui se construit ici, c'est réel, solide, pas une illusion. Camille sentit les larmes couler sur ses joues. « J'ai peur, Antoine. J'ai peur de tout perdre. Encore une fois. Moi aussi j'ai peur. Mais on peut avoir peur ensemble. Et construire quand même. » Camille le regarda. Cet homme qui avait tout, mais qui était aussi perdu qu'elle. Cet homme qui avait appris à ouvrir son cœur grâce à elle. Cet homme qui, malgré tout ce qui les séparait, la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Elle se pencha et l'embrassa, doucement, longuement, et cette fois elle ne recula pas. Mars, la décision. Les semaines qui suivirent furent un équilibre fragile mais beau. Antoine tint parole. Il réduisit ses heures de travail, déléguant davantage à son équipe. Il rentrait à 18 heures, dînait avec ses filles, les aidait pour leurs devoirs, leur lisait des histoires. Et le soir, quand elles dormaient, il passait du temps avec Camille. Il parlait de tout, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs cicatrices. Mais le monde extérieur n'était pas tendre. Les rumeurs circulaient dans les cercles bourgeois lyonnais. La nounou et le milliardaire. Cette femme qui a profité de la situation. Il va finir par se réveiller. Camille entendait les chuchotements à l'école, voyait les regards en coin des autres mères. Même Véronique Aubry avait fait un commentaire cinglant. Quelle belle histoire moderne, la Cendrillon du XXIe siècle. Mais Camille apprenait à ignorer. Parce qu'elle avait quelque chose que ces femmes n'avaient pas. L'amour authentique de deux petites filles et d'un homme qui avait choisi de la voir vraiment. Un samedi après-midi, Antoine proposa à Camille de l'accompagner à un événement professionnel. Un gala de charité organisé par la Chambre de commerce de Lyon. C'était la première fois qu'ils apparaîtraient ensemble en public, dans un contexte officiel. « Tu n'es pas obligé d'accepter, dit-il. Je sais que ce genre d'événement n'est pas ton truc. Et si je veux y aller? Alors on y va ensemble. » Le soir du gala, Camille enfila une robe simple mais élégante qu'Antoine avait insisté pour lui offrir. Bleu nuit, tombant juste au-dessus des genoux, sobre mais flatteuse. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. Cette femme aux cheveux coiffés, au maquillage discret, qui respirait une dignité tranquille. Était-ce vraiment elle? Le gala se tenait au Grand Hôtel Dieu, dans une salle majestueuse au plafond voûté et aux lustres étincelants. Des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée évoluaient avec une aisance naturelle, un verre de champagne à la main. Camille se sentit immédiatement déplacée, mais Antoine posa une main rassurante dans le creux de son dos. « Respire, tu es magnifique, et tu es avec moi. » Ils entrèrent ensemble. Les conversations s'interrompirent brièvement. Les regards se tournèrent vers eux. Camille entendit les murmures. Mais Antoine avança, tête haute, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Il la présenta à ses associés, ses partenaires, ses relations d'affaires. « Je vous présente Camille Moreau, la femme la plus importante de ma vie, pas ma nounou, pas mon employé, la femme la plus importante de sa vie. » Certains sourirent poliment, d'autres moins. Mais Antoine ne vacilla pas. Et Camille sentit quelque chose se redresser en elle, une fierté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient lentement sur une chanson de Serge Gainsbourg, Antoine murmura « Tu sais ce que j'ai compris ? Quoi ? Que les gens comme moi, on passe notre vie à chercher la validation. Des investisseurs, des médias, de la société. Mais au final, la seule validation qui compte, c'est celle des gens qu'on aime. Mes filles me regardent différemment maintenant. Elles me sourient, elles me cherchent. Et c'est grâce à toi. Tu m'as appris à être un père. Tu m'as appris à être humain. » Camille posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux. « Tu m'as appris que je méritais d'être aimé. » Ils dansèrent en silence, au milieu de cette salle pleine d'étrangers, mais seuls au monde. Mais, le dernier obstacle, Élise réapparut au printemps. Elle demanda à voir les filles, officiellement, via son avocat. Antoine accepta, organisant une rencontre dans un parc public neutre, avec Camille présente à la demande des fillettes. Élise arriva en retard, comme toujours. Elle portait un tailleur crème impeccable, des lunettes de soleil Chanel et une expression durcie par l'amertume. Elle s'assit sur un banc face à Antoine et Camille, pendant que Léa et Manon jouaient non loin sur les balançoires. « Alors, » commença Élise d'un ton cassant, « c'est officiel maintenant. Vous deux ?»« Oui, » répondit Antoine calmement. « C'est officiel. Et tu penses que c'est bon pour les filles de voir leur père avec
Elle, Camille serra les poings, mais Antoine intervint avant qu'elle ne puisse répondre. Élise, arrête. Les filles sont heureuses. Plus heureuses qu'elles ne l'ont été depuis des années. Tu le sais. C'est pour ça que tu es en colère. Élise retira ses lunettes, révélant des yeux rougis. Tu crois que c'est facile pour moi? De voir une autre femme jouer à la mère avec mes filles? Personne ne joue à quoi que ce soit, répondit Camille doucement. Vos filles vous aiment, madame. Elles parlent de vous. Elles espèrent que vous viendrez à leurs anniversaires, à leurs spectacles d'école. Elles ne vous ont pas remplacé, mais elles ont besoin de stabilité. Et moi, je suis là pour leur offrir ça, pas pour vous effacer. Élise la regarda longuement, et pour la première fois, quelque chose se brisa dans son regard. Je n'ai jamais voulu être mère, avoua-t-elle d'une voix tremblante. Pas vraiment, je l'ai fait parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et après leur naissance, je me suis sentie piégée, étouffée. J'ai essayé, vraiment, mais je n'y arrivais pas. Alors je suis partie. Et depuis, je vis avec cette culpabilité chaque jour. Antoine soupira. Élise, tu n'es pas obligée d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais tu peux être présente, à ta manière. Les filles ont besoin de savoir que tu les aimes, même si tu ne peux pas être là tout le temps. Élise essuya ses larmes. Et vous, vous allez vous marier? Antoine et Camille échangèrent un regard. Peut-être un jour, dit Antoine, mais ce n'est pas une course. Élise hocha la tête lentement puis se leva. Elle appela Léa et Manon qui coururent vers elle. Elle les serra dans ses bras, maladroitement, mais sincèrement. Je vous aime, mes chéris. Je ne serai peut-être jamais la maman parfaite. Mais je vous aime. Léa et Manon acquiescèrent, puis retournèrent à jouer. Élise jeta un dernier regard à Camille. Prenez soin d'elle, mieux que je n'ai su le faire. Je vous le promets. Élise s'éloigna, laissant derrière elle un poids qui semblait s'alléger. Pour tout le monde. Juillet. Une nouvelle famille. L'été arriva, chaud et lumineux. Antoine loua une maison en Provence, près de Roussillon, pour 3 semaines de vacances. Une vieille bâtisse en pierre avec des volets bleus entourés de champs de lavande et de vignes. Pas de luxe ostentatoire, juste la simplicité, la chaleur, la beauté. Les journées s'écoulaient lentement. Léa et Manon couraient pieds nus dans le jardin, attrapèrent des papillons, cueillaient des tomates dans le potager. Camille préparait des repas simples, ratatouille, salade niçoise, tarte aux abricots, qu'ils mangèrent dehors, sous le ciel étoilé. Antoine lisait des romans policiers dans un hamac, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il riait, vraiment, pour la première fois depuis des années. Un soir, alors que les filles dormaient à l'étage, Antoine et Camille s'assirent sur la terrasse, un verre de rosé à la main regardant les étoiles. « Tu sais ce que je me dis » murmura Antoine. « Quoi ? Que si cette tempête n'avait pas eu lieu, si Philippe n'avait pas eu son infarctus, si tu n'avais pas été dans cette rue ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est vrai. Mais je me dis aussi que peut-être, d'une certaine manière, c'était censé arriver, que nos chemins devaient se croiser. » Camille sourit. « Tu crois au destin maintenant ? Je crois à toi, à nous. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours. Camille sentit son cœur s'arrêter. « Antoine, attends, laisse-moi finir. » Il ouvrit la boîte, révélant un anneau simple en or blanc orné d'une petite pierre bleue. Ce n'est pas un diamant, c'est une aigue marine, la pierre des marins, qu'on porte pour se protéger des tempêtes. Parce que tu es celle qui m'a sauvé de ma propre tempête. Camille sentit les larmes couler. « Camille Moreau, je ne te demande pas de m'épouser tout de suite, je te demande juste de porter cet anneau, comme une promesse. Qu'un jour, quand tu seras prête, on construira officiellement cette famille qu'on a déjà dans nos cœurs. » Camille tendit sa main tremblante. Antoine glissa l'anneau à son doigt. Il s'ajustait parfaitement. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Antoine. » Ils s'embrassèrent, longuement, sous le ciel étoilé de Provence, avec le chant des cigales en fond sonore et l'odeur de la lavande dans l'air. Et dans ce moment, Camille comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas volé cette vie. Elle ne l'avait pas usurpée. Elle l'avait méritée. Par son courage, par son amour, par sa capacité à voir au-delà des apparences et à reconnaître les âmes brisées qui avaient besoin d'être réparées. Épilogue. 1 an plus tard, Lyon. La petite cérémonie se tint dans le jardin de la villa de Caluire-et-Cuire, un samedi de septembre. Pas de foule, pas de presse. Juste une trentaine de personnes, quelques collègues proches d'Antoine, Madame Leroy en fauteuil roulant mais souriante,
et quelques amis de Camille retrouvés au fil du temps. Léa et Manon, vêtues de robes blanches à fleurs, tenaient des bouquets de lavande. Elles marchaient devant Camille dans l'allée improvisée, jetant des pétales de rose. Camille portait une robe simple en dentelle ivoire, les cheveux détachés, un sourire radieux. Antoine l'attendait sous un arbre centenaire, vêtu d'un costume gris clair, les yeux brillants d'émotion. Quand elle arriva à sa hauteur, il prit ses mains dans les siennes. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Plus que jamais. Le maire de Caluire-et-Cuire, un vieil ami d'Antoine, célébra la cérémonie avec chaleur et simplicité. Pas de grands discours, juste des mots vrais sur l'amour, la famille, le courage de recommencer. « Antoine, acceptez-vous de prendre Camille pour épouse ?»« Oui. »« Camille, acceptez-vous de prendre Antoine pour époux ?»« Oui. »« Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements. Léa et Manon se jetèrent sur eux, riant aux éclats. « Maintenant, Camille, c'est vraiment notre maman ?» demanda Léa. Camille s'accroupit et les serra contre elle. « Si vous voulez de moi comme maman, alors oui, pour toujours. On veut, on veut. » La fête se poursuivit simplement. Un buffet préparé par un traiteur local, de la musique jazz en fond, des rires, des danses, des histoires partagées. Pas de luxe inutile, juste de la joie pure. Le soir venu, quand tous les invités furent partis, la nouvelle famille se retrouva dans le salon. Léa et Manon, épuisées, dormaient sur le canapé, enlacés. Antoine et Camille les regardaient en silence, main dans la main. « On a réussi », murmura Antoine. « Oui, on a réussi. » Et dans cette maison qui avait été froide et vide, désormais remplie de rires, de souvenirs et d'amour, une nouvelle histoire commençait. Une histoire née d'une tempête, d'un geste de bonté, d'un choix de rester. Une histoire qui prouvait que les familles ne se définissent pas par le sang ou l'argent, mais par les âmes qui décident de se tenir la main envers et contre tout. Dans les années qui suivirent, Camille Moreau de la Croix ne redevint jamais invisible. Non pas parce qu'elle avait épousé un homme riche, mais parce qu'elle avait appris à se voir elle-même, à reconnaître sa propre valeur, à exiger le respect, la dignité, l'amour qu'elle méritait. Elle continua à s'occuper de personnes âgées, bénévolement, parce que c'était là qu'elle trouvait du sens. Antoine créa une fondation pour aider les femmes en difficulté à accéder à la formation professionnelle. Léa et Manon grandirent, en sachant que la richesse ne définit pas la valeur d'une personne. Que la bonté, le courage et l'authenticité sont les seules choses qui comptent vraiment. Et chaque année, au mois de novembre, quand les premières tempêtes d'hiver frappaient Lyon, la famille se rassemblait dans la cuisine. Camille préparait sa soupe aux légumes, celle qui avait tout commencé, celle qui avait transformé une nuit glaciale en promesse d'avenir. Et ils mangeaient ensemble, en silence, reconnaissant pour ce miracle ordinaire, une famille née d'une rencontre improbable, sous la pluie, dans une rue déserte. Preuve que parfois, les plus belles histoires commencent dans l'obscurité, et qu'il suffit d'une seule lumière, un geste de compassion, un cœur ouvert, une main tendue, pour que tout change, pour toujours.